Ma vie est millénaire. Des légions entières m'ont mis à l'épreuve. Mon ascension est inéluctable. Un jour, une année, un millénaire, peu importe. J'ai la patience de la pierre et la volonté des étoiles. Votre combat est insignifiant. Votre mort en sera de même. Vityat était une puissante entité du côté obscur de la Force, ayant manipulé pendant plus de 1500 ans la galaxie et les gouvernements en régnant dessus. Il établit le second empire Sith, sur lequel il régna pendant plus de 1000 ans. Il fut tué à plusieurs reprises, mais réapparaît à chaque fois en prenant possession du corps d'un autre. Le dernier connu est celui de Valkorion, empereur de l'Empire éternel. Le vrai nom de Vityat est Tenebrae, de par ses yeux aussi noirs que le vide de l'espace. Celui-ci naquit en moins 5113 avant la bataille de Yavin, sur Médrias, dans une modeste famille de fermiers. C'est à l'âge de 6 ans qu'il commença à manifester des pouvoirs impressionnants, ce qui interpella son père, car ni lui ni sa femme n'avaient de lien avec la Force. La mère avoua plus tard avoir eu une liaison avec le seigneur Sith Dramat, qui se révéla être le véritable père du garçon. Sous le coup de la colère causée par cette trahison, le fermier commença à battre sa femme. Tenebrae utilisa la Force pour la défendre et le tuer. Néanmoins, il tortura sa mère durant des mois pour avoir trahi sa famille avant de la tuer elle aussi. Suite à cela, il commença à enrôler et soumettre les habitants de son village. Dramat eut des échos de cette histoire, mais tout cela ne l'intéressait point. Tout cela se passait bien loin de chez lui. Dans les quelques 4 années qui suivirent, son influence et sa réputation étaient telles qu'il était à la tête d'une sorte d'armée de partisans, que ce soit des fanatiques ou des individus effrayés par son pouvoir. Il régna sans partage et avec violence, tuant des milliers de personnes, torturant et exécutant en place publique quiconque s'opposait à lui. C'est à ce moment-là que Dramas décida finalement d'enquêter sur ce mystérieux nouveau leader, afin de déterminer s'il devait faire de lui un apprenti ou le tuer. Mais Tenebrae, âgé de 10 ans seulement, n'avait nullement l'intention de se soumettre. Il anéantit son père biologique en détruisant son esprit et son pouvoir. 3 ans plus tard, et alors âgé seulement de 13 ans, Tenebrae conquit et soumit l'intégralité de la planète Médrias, et beaucoup de seigneurs Sith préfèrent fuir face au jeune prodige, notamment son demi-frère, Dramat le Second, qui partit pour Rekiad. Après cela, Tenebrae se rendit sur Ziost et rencontra Markaragnos, le seigneur noir des Sith. Admirant le pouvoir du jeune garçon, le souverain lui accorda le droit de régner sur Médrias et le fit seigneur Sith en lui donnant le nom de seigneur Vityat. De retour sur sa planète, qu'il renomma Nathema, il se fit construire un palais sur les lieux de son enfance. C'est après 100 ans de règne mis au profit de l'étude des arts Sith et à l'enseignement de jeunes Sith que survint la mort de Markaragnos. Nagasado fut le successeur de celui-ci, devenant ainsi le nouveau seigneur noir des Sith. Vityat choisit de ne pas prendre parti dans le conflit opposant Ludocrèche et Nagasado, ou encore à la grande guerre de l'hyperespace que Nagasado mena et perdit contre la République. En moins 4999 avant la bataille de Yavin, Vityat profita de la débâcle de Nagasado pour conquérir le pouvoir. Pour cela, il répandit d'abord des rumeurs selon lesquelles les Jedi traquaient les Sith où qu'ils soient, créant ainsi un sentiment de panique chez beaucoup de ses compatriotes. Il convainquit également de nombreux seigneurs Sith de le rejoindre sur Nathema afin d'accomplir un rituel dont le but était de révéler la toute-puissance du côté obscur de la Force. 8000 Sith répondirent à l'appel de Vityat. Il se servit d'eux, contre leur volonté, pour annihiler toute vie sur la planète, en lui permettant d'absorber toute la force présente sur la planète. Même leurs corps se décomposèrent et furent aspirés dans le rituel. Nathema devint une planète morte, figée dans le temps. Tout y avait été anéanti. La force elle-même y avait disparu. C'est à cet instant que Vityat, seul survivant de la catastrophe, devint véritablement l'empereur des Sith. Le sacrifice de milliards de vies lui avait permis de devenir immortel. Durant les 19 années qui suivirent, il sillonna l'espace pour réunir le plus de survivants de la guerre contre les Jedi possible. Il leur offrit l'espoir d'un jour nouveau, loin de ces derniers, qu'il faisait passer pour les responsables de la destruction de Nathema. Leur objectif était Dromund Kaas,
une antique colonie scythe. En moins 4980 avant la bataille de Yavin, les Scythes parvinrent à atteindre leur but. Vitiat déclara l'avènement d'un nouvel empire scythe qui se vengera un jour de la République galactique. Petit à petit, le nouvel empereur fut vu comme une sorte de dieu, et les Scythes firent preuve de ferveur à reconstruire leur civilisation sous sa direction. S'il apparut souvent publiquement au début, il commença plus tard à s'isoler de plus en plus dans le palais impérial. Il ne tarda pas à créer le Conseil Noir, un groupe de 12 seigneurs scythes dont le rôle était de gouverner l'Empire. À mesure que le Conseil Noir prit de plus en plus d'importance, Vitiat, lui, se faisait de plus en plus discret. Secrètement, Vitiat sélectionna 12 Scythes au sang pur et sensibles à la force afin d'en faire sa main. 12 Scythes qui donnèrent une partie de leur espérance de vie en échange d'un pouvoir conséquent. Vitiat passa les années qui suivirent à étudier les mystères de la force. Il créa notamment un nexus de force dans le Temple Noir, en absorbant les connaissances et l'énergie des esprits enterrés sous le temple de Dromund-Kaas. Ces rituels eurent des répercussions sur l'atmosphère de la planète, provoquant des orages interminables et furent à l'origine de plusieurs créatures scythes se nourrissant de la force, dont Akur, la bête des ténèbres. En moins 3978 avant la bataille de Yavin, Vitiat envoya un Scythe à la rencontre de Mandalore l'Ultime. L'émissaire persuada le Mandalorien de l'aider dans sa recherche de Dramat le Second, en échange de quoi il lui révéla le renouveau de l'Empire Scythe et la vision qu'aurait eue l'Empereur. Les Mandaloriens allaient vaincre la République et prendre le contrôle de la galaxie. Influencé par le côté obscur de l'émissaire, Mandalore le crut et déclara la guerre à la République. L'idée était surtout d'utiliser les Mandaloriens pour tester la puissance de la République. C'est ainsi que 2 ans plus tard, les guerres mandaloriennes commencèrent. Elles ne s'arrêtèrent que 16 ans plus tard grâce à l'intervention du Jedi nommé Revan et de son ami Malak. Durant ce laps de temps, ils avaient visité des ruines scythes sur Korriban et Malachor V, attirant l'attention de l'empereur qui souhaita que les 2 hommes viennent à lui. En effet, les 2 Jedi furent attirés jusqu'à Vitiat, qui les corrompit en usant de son pouvoir et les retourna contre la République afin de l'affaiblir en vue d'une future invasion. Quand Revan et Malak revinrent dans l'espace de la République, ils entamèrent un conflit connu sous le nom de la guerre civile des Jedi. Cependant, au lieu de préparer le terrain pour l'invasion de Vitiat, le Seigneur Noir Dark Revan poursuivit son propre dessein, retrouver la Forge Stellaire afin d'envahir la République et de repousser l'invasion de l'Empire Sith. Heureusement pour l'Empereur, les plans de Revan échouèrent et ce dernier, alors sur le chemin de la rédemption, fut contraint d'éliminer Malak et de détruire la Forge Stellaire. Vitiat passait les années suivantes à approfondir ses connaissances du côté obscur et découvrit la technique du transfert d'essence. Ayant découvert cette technique, l'empereur constata que les enseignements scythes avaient des limites et que l'empire scythe qu'il avait fondé ne lui permettait pas d'atteindre son objectif, sans doute à cause des incessantes luttes de pouvoir interne qui l'affaiblissaient. Ayant entendu des histoires, des rumeurs autour d'un vaisseau, le Cénotaphe, qui aurait vaincu à lui seul la flotte éternelle, un ensemble de vaisseaux spatiaux technologiquement très avancés et contrôlés par des droïdes sensibles à la force, Vitiat se prit à espérer de nouveau. S'il ignorait où était le Cénotaphe, il savait que la flotte éternelle avait été stoppée à proximité de la planète Zakel. Intrigué par ces histoires, il voyagea dans l'espace sauvage et ses pérégrinations l'amenèrent sur Zakel, où il découvrit un peuple humain extrêmement superstitieux, adorant d'anciens dieux, des divinités brutales et bestiales, comme Isax, le grand dévoreur, ou Zildrog, le démon serpent. Y voyant sans doute un peuple plus facilement contrôlable et malléable que les Sith au sang pur, Vitiat décida que Zakel serait le berceau de son nouvel empire. Il utilisa alors la technique du transfert d'essence sur l'un de ces individus, dénommé Valkorion, et se transforma en une de ses voix. Ainsi, Vitiat avait créé un clone. Sous les traits de Valkorion, il se présenta alors comme le démon sauveur qui, selon la légende, viendra à bout d'Isax, le dévoreur ultime. Le peuple de Zakel lui accorda immédiatement du crédit, sans doute à cause de sa maîtrise de la force. À partir de là, Valkorion entama son gigantesque projet d'empire, grandement aidé par une longévité extraordinaire due à la puissance de Vitiat, ce qui lui valut le titre d'empereur immortel.
Il commença par unifier les tribus nomades. Elles étaient initialement dirigées par des individus sensibles à la force. Valkorion décida alors donc de les utiliser pour fonder l'ordre des chevaliers de Zakel, chargé de la protection de la planète et plus largement du futur empire. Il en fit également des fanatiques prêts à tout pour lui. Les tribus nomades étant unies, la seule grande ville devint rapidement trop petite, et elle s'agrandit dans des proportions impressionnantes pour devenir la Flèche, capitale de l'Empire éternel. Parallèlement, Valkorion allait activement participer au développement social et technologique de la planète. Et petit à petit, la société de Zakel quitta son modèle nomade et guerrier pour un modèle plus scientifique, même si les croyances des dieux anciens perdurèrent. Valkorion utilisa également les Sions, des chevaliers de Zakel qui avaient la particularité de voir le passé et le futur, pour localiser la flotte éternelle dans les gigantesques marées de la planète. À partir de là, des générations de scientifiques se succédèrent pour créer le trône éternel, un appareil capable de contrôler depuis Zakel les vaisseaux de la flotte éternelle. Quand le trône éternel entra en activité, de nombreuses planètes furent annexées et l'Empire éternel fut alors fondé. Revenons maintenant un peu du côté du clone de l'empereur revenu sur Dromund-Kaas et laissons Valkorion à ses affaires. En moins 3681 avant la bataille de Yavin, soit environ 300 ans après l'échec de Revan, l'empereur des Sith décida qu'il était temps de réclamer vengeance. Sans prévenir, l'Empire Sith ressurgit de l'ombre et attaqua les mondes de la République. Dans ce conflit, l'Empire Sith parvint à conquérir toute une moitié de la galaxie, profitant de l'absence de réponse de la part de la République galactique. Après 28 ans de combat, la flotte de l'Empire Sith parvint à faire plier la République galactique et à détruire l'ordre Jedi. Le traité de Coruscant marqua la fin de la guerre et le début de la guerre froide entre l'Empire Sith et la République galactique. La guerre étant finie, l'empereur confia le rôle de l'Empire Sith au Conseil Noir. Ce faisant, l'empereur put se retirer loin des jeux de pouvoir des Sith afin de s'atteler à des travaux mystérieux. L'empereur créa ce qu'il appela ses enfants. Les enfants de l'empereur forment un groupe de Sith pouvant être entièrement contrôlés par le Seigneur Noir quand celui-ci le désire. Son premier enfant, appelé Premier Fils, est le maître Sio Bakarn, membre du Conseil Jedi. Parmi ses autres enfants se trouvait Kira Karsen. Elle avait quitté l'Empire et rejoint les Jedi après s'être rendu compte qu'elle pouvait, à son insu, être totalement contrôlée. Vityat envoya un autre de ses enfants à la recherche de Kira, mais il fut battu par cette dernière et son nouveau maître. Après que les deux Jedi eurent battu Dark Angral, l'empereur eut une vision du futur du maître Jedi, et il se jura de tout faire pour l'éliminer. Cependant, le chevalier Jedi a pris la position de l'empereur, et avec quelques autres maîtres, il attaqua sa forteresse sur Dromund-Kaas. Malheureusement, ils furent tous battus et placés sous le contrôle de Vityat. Seul le chevalier Jedi réussit à s'échapper avec l'aide du seigneur Scourge. Scourge révéla au conseil Jedi les plans de son maître. L'empereur entendait bien répéter le scénario de Nathema, mais cette fois en détruisant toute forme de vie dans la galaxie. Les Jedi mirent au point un plan méticuleusement appliqué. Les forces de la République attaquèrent Dromund-Kaas pour créer une diversion et permettre aux chevaliers Jedi de vaincre l'empereur. Ce qu'il fut. Néanmoins, il s'avéra que le cadavre n'était qu'un avatar de l'empereur, et celui-ci était donc encore en vie. Pendant les mois qui suivirent la mort de son avatar, l'empereur continua à tirer les ficelles par les biais de ses mains. Mais il finit par se retirer sur Yavin 4 pour reprendre des forces, laissant la galaxie à ses conflits qui furent pour beaucoup des conséquences de sa disparition, à l'exemple de Dark Malgus, ses anciens enfants, ou de la guerre de l'effroi. Mais en moins 3638 avant la bataille de Yavin, l'ordre de Revan émergea, mené par son ancien adversaire revenu d'entre les morts, et dont l'objectif était de rappeler l'esprit de Vityat pour l'éliminer une bonne fois pour toutes. En dépit de la folie de ce plan, Revan aurait pu réussir sans l'intervention de Darkmar et de Satil Chan, qui anéantirent les Revanites sur Yavin 4, créant un bain de sang suffisant pour permettre à l'empereur de se réveiller et de s'échapper vers les étoiles sous forme d'essence de force, assoiffé de pouvoir. Seul contre la galaxie, l'esprit de Vityat trouva refuge sur Ziost, où il s'empara de nombreux esprits, créant un véritable chaos sur la planète Sith qui plongea dans la guerre civile.
situation rapidement envenimée par l'arrivée des Jedi sur la 6e ligne et de la République galactique. Toutefois, Lana Beniko et Teron Shan avaient permis à un puissant adversaire de venir sur Ziost pour confronter l'empereur, poussant ce dernier à aspirer toute vie à la surface et ne laisser qu'un monde dévasté. Ayant emmagasiné suffisamment d'énergie, l'empereur Sith décida de reprendre son rôle d'empereur immortel à plein temps et son esprit intégra complètement le corps de Valkorion. Les deux jumeaux Arkan et Texan, à force d'entraînement intensif, devinrent de grands guerriers, jusqu'au jour où ils souhaitèrent tester les défenses de la République et de l'Empire Sith. Avec l'accord de leur père, ils attaquèrent plusieurs avant-postes, les réduisant à néant. Ensemble, ils conquirent plusieurs planètes comme Korriban, qui fut ravagée et où Arkan perdit son bras gauche et la moitié de son visage. À leur retour sur Zakel, victorieux, les frères jumeaux n'eurent pour seule récompense que de voir leur père leur tourner le dos. Ce mépris éveilla une colère longtemps refoulée chez Arkan et il tenta d'assassiner son père. Texan s'interposa et Arkan, de rage, tua son frère. Valkorion s'approcha d'Arkan, qui avait le corps de son frère dans les bras. Impassible, il lui demanda de venir avec lui. Alors que Darkmar et l'étranger avaient retrouvé les traces de Vitiat, Valkorion envoya la flotte éternelle pour les capturer. Arrivé sur Zakel, l'empereur immortel tua Mar. Mais au cours d'un combat titanesque, l'étranger tua Valkorion pendant qu'il lui tournait le dos. Valkorion transféra alors son essence dans son assassin, sans pour autant tenter de s'emparer du corps, trop faible pour supporter toute sa puissance. Valkorion, l'empereur éternel, fut déclaré mort. Arkan reprit le trône, congela l'assassin désormais connu sous le nom de l'étranger et mena une campagne de représailles contre la République et les Sith. L'étranger était prisonnier dans la carbonite et empoisonné par elle. Valkorion utilisa ses pouvoirs pour le maintenir en vie et communiquer avec lui dans son esprit. Il lui résuma le sort de la galaxie, tombée sous la domination d'Arkan, et planta les premières graines de sa manipulation. Il lui expliqua que ses enfants, contrairement à l'étranger, n'étaient pas dignes de son trône et qu'il aiderait son assassin à le leur reprendre. Il fit son possible pour se montrer sincère afin de piéger l'étranger, le moment venu, et de s'emparer de lui. Finalement, l'étranger fut libéré par Lana Beniko, une ancienne impériale, membre de la coalition qui avait attaqué Vitiat sur Yavin 4 et Ziost. Les alliés de l'étranger fuirent les troupes d'Arkan et finirent dans les marais sans fin où ils trouvèrent le Cénotaphe, le vaisseau antique, et furent rejoints par Senya elle-même, femme de Valkorion et mère d'Arkan, Texan et Vailin, les enfants de l'empereur immortel. Quand ils furent débusqués, Valkorion ralentit la perception du temps de son assassin pour pouvoir lui proposer ses pouvoirs et les aider à faire face à leurs adversaires. Il refera cette proposition sur la planète Azil quand l'étranger dut affronter Arkan. Valkorion assistait à tout ce que faisait l'étranger, et à chaque fois qu'il le pouvait, il lui proposait son aide ou ses conseils. Son but inavoué était de préparer physiquement et mentalement son hôte, tout en s'ouvrant le chemin vers le trône éternel. Il le testa alors sur Odessen, planète refuge de l'Alliance contre Arkan, en le conduisant seul dans la jungle et en l'abandonnant aux créatures locales. Il prétexta avoir d'autres occupations, mais l'observa en secret. Il continua ce manège quelque temps, laissant son futur vaisseau affronter et renverser Arkan sans lui. Mais à la chute d'Arkan, ce fut Vailin, bien plus redoutable, qui prit le trône. Voyant les progrès effectués par l'étranger, il décida de lui réapparaître lors de la bataille de Vos, afin d'admirer le carnage et pouvoir s'adresser à Senya qui s'était réfugié sur la planète. Il mit en garde son hôte contre la puissance de Vailin, et le poussa à éliminer Arkan qui profitait des soins de Senya après la bataille d'Odessen. Pour Valkorion, son fils ne représentait pas seulement un obstacle, il était aussi une réserve de puissance à absorber, mais Arkan parvint à fuir. Valkorion suivit la progression de la guerre et jugea inutile de reprendre le cénotaphe que Vailin venait de détourner. Pourtant, il n'eut d'autre choix que de suivre l'étranger et d'assister à sa confrontation avec l'impératrice. Comme son corps était en difficulté, Valkorion n'eut d'autre choix que d'intervenir. Il apparut à sa fille et prononça la phrase activant son contrôle mental. « Prosterne-toi devant le dragon de Zakel »
révélant ainsi cette arme et son méfait à l'étranger et à l'Alliance. L'impératrice n'eut d'autre choix que de se retirer. L'Alliance continua la guerre et découvrit la planète Io-Katz. Puis elle lança l'opération Gueule du Dragon, où l'étranger et Teronshan s'infiltrèrent à une réception de Vaylin quand Arcane débarqua. L'étranger dut l'affronter à nouveau. Valkorion espérait que l'étranger l'écouterait et éliminerait son fils. Toutefois, rien dans l'histoire galactique n'indiquait que la soif de puissance de Valkorion soit assouvie ce soir-là. Vaylin, quant à elle, avait fui sur Nathema pour se débarrasser de son entrave mentale. Valkorion n'eut d'autre choix que de guider ses alliés de fortune vers sa planète natale. Pour cela, il partagea en rêve des souvenirs qu'il avait de Vaylin et de cette planète. Il justifia le choix du conditionnement de sa fille comme un moyen de protection, mais cacha toutes les exactions qu'il avait commises sur la planète. Quand les membres de l'Alliance arrivèrent en orbite, Valkorion sentit son pouvoir faiblir à cause de la corruption de la force qu'il avait perpétrée. Il ne put manipuler son hôte qu'avec parcimonie, et ne put l'empêcher d'entrer dans la chambre forte contenant de nombreux accessoires, dont la prison de Dramat, un holocron qui pouvait lui causer du tort. Au départ de Nathema, Valkorion ne savait pas ce que cachait exactement l'étranger, qui avait découvert l'holocron et parlé à Dramat. Mais il n'avait pas le temps de s'en soucier. Vaylin était en train d'attaquer Odessène. À l'issue de la bataille, l'étranger l'affronta. Face au déferlement de puissance de l'impératrice, il fut contraint de l'éliminer. Valkorion absorba alors toute la puissance de sa fille pour se renforcer. La flotte éternelle finit par attaquer au hasard des cibles et Valkorion expliqua au chef de l'Alliance qu'il devait s'asseoir sur le trône pour la stopper. L'étranger se rendit alors sur Zakel et atteignit rapidement le trône. Son corps et son esprit étaient suffisamment préparés pour accueillir l'esprit de l'empereur. Il se retourna alors contre son hôte, pénétra sa conscience et brisa son âme. Ainsi, une fois son corps maîtrisé, il pouvait de nouveau régner sur la galaxie comme un être suprême. Mais l'esprit de l'étranger avait survécu en prenant la forme de Valkorion au tréfonds de sa psyché. Son esprit débusqua celui de l'usurpateur pour une ultime confrontation. La lutte psychique fut féroce et repoussa les limites de la pensée et de la force, puisqu'il intervint dans la psyché de l'empereur. La lutte épuisait l'esprit de Valkorion et l'étranger en profita pour utiliser une dernière ruse contre l'usurpateur. Puisqu'il s'agissait de son esprit, il pouvait également en fixer les règles. Il décida que le contrôle mental de Vaylin, présente en eux en esprit, fonctionnait également pour l'empereur éternel. Avec l'aide de l'holocron de Dramat et de toute sa puissance et celle de ses alliés, l'étranger détruisit définitivement l'esprit de l'empereur Valkorion. Les rêves d'immortalité de Vityat s'envolèrent avec sa disparition. Il ne put découvrir que cette lutte avait mené à une nouvelle activation de Zildrog, une super arme consciente et la destruction de la flotte éternelle. Zakel chercha alors son indépendance et la République et le Second Empire recommencèrent une nouvelle guerre sans lui. Au moment où l'étranger avait éliminé l'esprit de Valkorion, ses anciens serviteurs, Kira Karsen et Scourge, avaient retrouvé son véritable corps et le détruisirent. Le rituel Sith gravé dans la chair s'enclencha et une sorte de maladie de force les atteignit et les laissa dans le coma une année entière. Ce fut la Jedi Satil Shan et ses apprentis qui les retrouvèrent et les sortirent de leur état. Immunisés à cause de leur passé avec Vityat, les deux utilisateurs de la force n'avaient pas souffert du rituel, contrairement à Satil Shan et les siens qui tombèrent malades. Alors qu'ils étaient à leur tour dans le coma, leur esprit commença à communiquer ensemble, comme si Vityat essayait de se reconstituer et de revenir dans la galaxie. Scourge et Kira mirent les infectés dans un vaisseau à l'abri afin d'éviter toute autre contamination. Ils trouvèrent l'étranger et lui demandèrent de l'aide pour régler le problème Vityat définitivement.